Bien, bonjour à tous et merci d'être ici pour cette suite de notre matinée sur la question du revenu de base. Donc on a commencé par notre film que vous avez sans doute pour beaucoup vu à l'église. On est désolé parce que la version qui a été projetée était une version longue et on a dû l'abréger. Donc navré. Mais l'essentiel du propos y était, il vous manquait en fait 5 ou 6 minutes. Voilà. On a dû abréger le débat également. Donc on reprendra le débat après. Pour l'instant, nous allons faire un débat sur le thème pour savoir si le revenu de base est un assistanat, représente une forme d'assistanat ou au contraire une forme d'émancipation citoyenne. Pour cela, nous avons choisi une forme un petit peu originale, un peu ludique, mais très sérieuse en même temps. C'est celle de la confrontation. Florent Gagneur, qui est philosophe, qui est conseiller scientifique à la Fondation Nicolas Hulot, s'est beaucoup intéressé à la question du revenu de base. Il y a beaucoup réfléchi, notamment pour Nicolas Hulot et puis pour lui, bien sûr. Et Florent a réfléchi à ces questions-là. Il a beaucoup étudié, il a écrit des articles sur le sujet. Il était a priori, tu me le rediras, hein, Florent, il était a priori plutôt bienveillant à l'égard de cette idée, mais il n'arrive pas à être convaincu sur le sujet. 3 autres personnes ici sont des personnes qui défendent le revenu de base. Charlotte Marchandise, qui est maire adjoint à Nantes pour la santé, qui est formatrice, à Rennes, pardon, qui est formatrice et qui a été candidate à la primaire, la candidate de la primaire écologiste, de la primaire citoyenne pendant voilà, à la présidentielle. Je vais y arriver, je suis navré. Bon. Et Delphine Granier, qui défend également sa vision du revenu de base dans le cadre du think tank Génération Libre. Voilà. Donc tous les 3 ont une vision du revenu de base. Et puis Frédéric Bosquet, pardon. Frédéric, je suis désolé, je suis en train de m'emmêler totalement les pinceaux. Frédéric, qui habite le Lot-et-Garonne, qui est membre du Mouvement français pour le revenu de base et qui se présente en tant qu'entrepreneur humaniste. Voilà. Donc, chacune de ces 3 personnes va défendre pendant 10 minutes sa vision du revenu de base et va essayer de convaincre Florent que voilà, sa vision est la bonne. Et Florent aura 5 minutes à chaque fois pour répondre et puis pour dire bah non, moi, ce que tu me proposes ne me convainc pas pour telle et telle raison. Voilà. Donc, on va avoir finalement 3 séquences d'un quart d'heure. Avec 10 minutes d'exposé et puis 5 minutes de réponse. Et ensuite, on discutera un petit peu ensemble. La première chose qu'on voudrait faire en 2 secondes, c'est, avant de commencer ce débat, c'est que vous nous disiez si vous, a priori, dans la salle, dans la prairie, vous pensez que le revenu de base, a priori, est plutôt une forme d'assistanat ou plutôt une forme d'émancipation. Et ensuite, on refera un sondage pour voir ensuite qui a été convaincu ou non convaincu. Donc, pour commencer, qui est-ce qui peut lever la main, ceux qui pensent que le revenu de base est une forme d'assistanat, ou pourrait l'être? Alors, on voit pas mal de mains se lever, mais pas une majorité. Le coq n'a pas encore voté, c'est étonnant, d'habitude il la ramène tout le temps. On voudrait savoir maintenant ceux qui pensent que ça pourrait être une forme d'émancipation. On est face à une grande majorité. Je ne pense pas que vous soyez représentatif de la société française, mais peu importe. Peu importe, c'est intéressant de voir ça. Finalement, les gens qui vont nous intéresser le plus, c'est ceux de voir s'il y a des gens qui vont changer dans un sens ou dans un autre. Et enfin, je voudrais savoir s'il y a des gens qui sont sans opinion, qui franchement n'ont pas les moyens de décider ou qui franchement sont incapables de se décider. Vous êtes pas une majorité non plus, vous êtes relativement peu nombreux. Voilà, bah écoutez, on refera le débat ensuite. Et là, je vais donner la parole à Charlotte Marchandise. Moi, j'aimerais bien commencer par toi, parce que toi, c'est l'aspect
politique. Donc il y a le revenu de base sous l'angle politique et holistique, c'est toi. Le revenu de base sous l'angle économique, c'est Frédéric. Et puis Delphine, c'est le revenu de base sous l'angle liberté d'entreprendre et liberté de choisir sa vie dans un cadre économique qui est celui que tu défends. Voilà. Ça te va quand même, Charlotte ? Je vous signale que ce débat est retransmis en direct sur le Facebook Live du Monde et je salue tous les gens qui sont en train de nous suivre en ce moment. Charlotte, c'est à toi. Merci. Alors, je vais expliquer rapidement pourquoi j'aurais préféré qu'on commence par Frédéric. C'est que je ne suis pas du tout une spécialiste. Et je l'assume pleinement. Et c'est vraiment aussi dans toute la question qui m'a amenée à participer en tant que citoyenne aux élections municipales, puis à la primaire citoyenne, de dire qu'est-ce qu'on attend du politique et au fond ce que nous on a porté dans les mouvements et les gens qui m'ont soutenu sur cette campagne et ce qu'on va prolonger vers les horizons municipalistes de 2020 d'engagement citoyen en politique, c'est dire le politique est là quelque part pour être facilitateur dans un projet de société construit avec des gens qui ne sont pas d'accord sur tout. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup le format de ce débat, qui n'est pas une table ronde où on est tous d'accord et consensuel, mais où plutôt on va confronter nos désaccords. Et j'espère aboutir à une suite, c'est-à-dire pas juste pour se dire c'est blanc, c'est noir, mais dire au fond, à partir de ces constats-là, sur quoi on avance. Et autour de ce projet de société, d'aller chercher des experts, des économistes, des scientifiques, des experts du monde agricole, et je reviendrai sur le revenu de base agricole, parce qu'au fond, le revenu universel n'est pas forcément la solution universelle qui va s'appliquer de la même façon pour tous. Et le revenu universel, et on verra dans les visions que vous partagez, peut être une vision très libérale ou plus humaniste, ou plus, on va dire, dans une gauche extrême. Et encore que, et donc, comment on fait la synthèse, comment on prend le temps de comprendre de quoi on parle. Et là, en 10 minutes, alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire un sondage sur combien de personnes étaient là pour le film ou combien de personnes n'étaient pas là, on va dire plutôt. Ah, oui, d'accord. Donc il va falloir revenir un peu sur les bases. Mais le film était très bien parce qu'il expliquait les différentes formes et les différents financements et les différents enjeux. Et j'ai envie de commencer sur l'enjeu politique et l'enjeu de projet de société. Ce qui m'a amené en politique et ce qui m'a amené aussi sur les questions d'égalité et donc de revenu universel, c'est ma place de femme. Et là, sur le film qui était remarquable, il y avait quand même 85 à 90% d'hommes interviewés. Et je me suis dit, sur un sujet qui peut être un formidable outil d'émancipation pour les femmes, c'est bien dommage qu'on n'ait pas plus de personnes à interviewer, avec deux visions féministes. D'une part, le fait que le revenu universel va permettre de sortir les femmes d'une précarité, d'un travail invisible et de tous les problèmes qu'on peut avoir quand on est au RSA. Parce qu'il y a le RSA, si quelqu'un gagne de l'argent dans le foyer, l'autre personne ne peut pas prétendre au RSA. Et les plus précaires sont bien souvent les femmes. Avec une peur aussi qui est le revenu de base, ça va laisser les femmes au foyer, du coup elles auront un revenu et du coup elles vont s'occuper des enfants. Sauf que non, c'est vrai pour les hommes aussi, les hommes pourront aussi rester s'occuper des enfants. Mais cette question est de toute façon, on est dans une société profondément inégalitaire. On est dans une société dans laquelle tout le monde n'a pas les mêmes chances. On est dans une société sur laquelle le RSA n'est certainement pas aujourd'hui l'outil d'émancipation qu'il était. Et il suffit d'interviewer, de travailler avec les bénéficiaires du RSA pour voir à quel point aujourd'hui c'est plutôt plombant, à quel point quand on en bénéficie, il faut aller justifier en permanence de sa précarité, que non, on n'est pas à nouveau en couple et que oui, on fait des recherches, mais non, on n'arrive plus à se socialiser, à avoir des gens parce que c'est quand même un corps relativement honteux. Pour se dire, il y a un problème. Il suffit de voir aussi notre système global administratif de protection sociale, de retraite, avec un minimum vieillesse qui pose quand même vraiment question sur la place des personnes les plus âgées et les femmes les plus âgées, là aussi il y a un problème. La place des agriculteurs, avec, on est à 2 suicides d'agriculteurs et de paysans par jour, où on ne peut pas rester sans agir, avec des gens qui s'installent en maraîchage, qui travaillent des heures. Enfin, là, on n'est pas dans les 35 heures par semaine, mais plutôt sur 2 jours.
et qui ne vont pas bien, qui ne gagnent pas suffisamment d'argent, et une société où il y a énormément d'argent, où on est quand même dans un monde riche avec des finances, des gens qui cultivent de l'argent à un point incroyable, mais c'est très bien expliqué dans le film. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Le revenu universel nous semblait une vraie proposition d'avenir, une proposition défendue par différentes personnes et sous différentes formes. Et donc on l'a développé et on a essayé d'en faire un projet réellement concret et sur lequel on pourrait le financer. C'est-à-dire concrètement dire oui, c'est possible. Mais c'était possible que dans un projet de société globale. C'était possible que pour nous, en y intégrant le partage du temps de travail. Et de dire le revenu universel, il marche aussi si on travaille moins. Et si ça permet de financer le passage aux 28 ou aux 30 heures. Il marche si on sort des différentes caisses de retraite et on unit tout. Ça marche si c'est un nouveau pilier de la sécurité sociale, de la protection sociale dans notre pays. Ça marche si on compte les bénéfices sur le long terme, en termes de santé, en termes d'environnement, si on en fait un projet écologique, si on en fait un projet appuyé sur les monnaies locales. Parce qu'effectivement, si j'ai de l'argent, où est-ce que je vais le dépenser ? Moi, je suis mère d'adolescent, mais je ne vais peut-être pas que acheter du local. Je vais peut-être aussi aller dans un magasin discount et ça ne va pas forcément aider la planète alors qu'on avait un projet d'écologie sociale et solidaire. Mais en fait, si on le fait avec des monnaies locales, si on le fait avec des monnaies complémentaires, eh bien là, je vais revitaliser un territoire. Là, je vais permettre que chacun se nourrissent. Je vais permettre de sortir d'une question où est-ce que je crée cet argent, où est-ce que je crée de l'euro, pour dire, ben non, en fait, ce revenu local, il va me permettre d'aller voir mon boulanger et d'aller produire quelque chose et d'aller comprendre comment ça marche. Parce que c'est aussi un projet d'éducation. Et faire confiance aux gens, c'est tout un projet d'éducation. Dire qu'on ne va pas être obligé de prendre n'importe quel emploi, ça veut dire qu'on changera complètement la forme dont on fait les études. Et c'est là où c'est un projet politique, c'est là où c'est un projet global. C'est de dire, ah ben oui, ça implique un changement dans toutes les sphères de la société, ça implique un changement dans tous les ministères et à tous les endroits où on va travailler. Et puis il y a eu la question des communs. Les communs, c'est l'air qu'on respire, l'eau qu'on utilise, toutes les questions énergétiques. Et là, on s'est intéressé à la dotation inconditionnelle d'autonomie. Alors, autonomie, ça me plaisait bien, par rapport aux craintes d'assistanat. Comment on développe l'autonomie de chacun ? Par l'éducation, par l'argent et par l'accès au commun, l'accès au logement, l'accès à l'eau. Et il y a beaucoup de villes qui aujourd'hui récupèrent la gestion publique de l'eau, qui disent ben non, on arrête avec Veolia, on se réapproprie ce commun-là. L'électricité, l'énergie, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit ? Et si on se dit que ce revenu universel, ce revenu d'existence, cette base d'existence, elle est aussi financée, non pas par du monétaire qui va me permettre de consommer, mais bien par le fait d'avoir accès à un minimum d'eau pour vivre, avoir accès à un minimum d'électricité pour vivre, ça change complètement la donne. On n'est plus dans de l'assistanat, on est dans de la dignité. Et c'est avant tout aussi un projet de dignité, c'est un projet de sortir de la précarité. Alors évidemment, ça ne suffira pas. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on donne 600, 700, 800, 1000 euros à tout le monde qu'on va sortir les gens de la rue parce qu'il y a toute une autre précarité autour. Ceci dit, c'est quand même un premier pas intéressant de dire j'ai accès au logement, j'ai accès à l'eau, j'ai accès à l'électricité et j'ai accès à de la nourriture locale. C'est quand même quelque chose qui permet de repenser sa vie et de se projeter un peu dans le futur. Et on le disait, on est aussi... On n'est pas... Et le film pareil, et là on est quand même entre nous. On est quand même dans un monde plutôt privilégié où on peut prendre le temps de réfléchir. Comment ces débats-là, on les amène dans les cités. Il y a les gens de Bondic Blog qui seront là demain. Je ne sais pas s'ils sont déjà là aujourd'hui. Ils sont là. Ben, super. Comment ce débat-là, on l'a autrement que juste avec des gens qui sont déjà en réflexion, qui ont déjà la chance de pouvoir changer de vie, qui ont déjà la chance de pouvoir faire des choix alternatifs. Comment on le porte dans la ruralité ? Nous, on a fait pas mal pendant la campagne présidentielle. On a eu ce débat avec des gens qui habitaient vraiment dans des villages, dans des territoires très perdus, qui disaient moi, ça me pose question et en même temps, ça m'intéresse. Est-ce que ça va faire que j'aurai un médecin dans mon village ? Comment ces questions, elles sont intégrées et travaillées à différents niveaux ?
Aujourd'hui, alors on avait tout un projet de société qui sera peut-être emparé en 2022 par d'autres personnes sur ce revenu de base au niveau national. Comment on continue à pousser cette idée aujourd'hui? On le pousse par le revenu de base agricole. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Il y a des expérimentations qui pourraient se mettre en place, qui permettraient de prouver, de tester, de regarder ce que ça crée. Et c'est aussi le projet de Frédéric. Comment on observe que faire confiance aux gens, ça marche? Il y a énormément d'études qui le montrent. Il y a énormément d'études qui montrent que faire confiance, ça marche. Il y a des expérimentations de revenus universels. Il y en a eu dans les années 70 au Canada. Il y en a en ce moment au Kenya, à Nairobi. Et en fait, l'argent gratuit, globalement, ça capacite les gens. Faire confiance aux gens, ça marche beaucoup mieux pour qu'ils aient envie de se prendre en main que de les fliquer et leur dire « mais attends, t'as fait combien de rendez-vous là ?» Et ça, toutes les études scientifiques, et c'est aussi là-dessus, ça a été l'enjeu, de se baser sur des études, de montrer ce que ça produit. Et là, sur notre société française, aujourd'hui en 2017, comment on montre ce que ça produit? Super, merci. Oui, merci beaucoup Charlotte. Donc tu as usé de tes 2 sabliers admirablement. Donc maintenant, Florent, tu as 5 minutes, donc le temps d'un sablier, pour répondre à Charlotte et pour nous dire finalement, est-ce que le revenu de base te semble effectivement une réponse aux questions de citoyenneté qu'elle a mises sur la table? Alors ça commence mal puisque je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Charlotte, donc ça va être un problème, et je sens en plus, parce que je connais aussi mes autres interlocuteurs, Delphine et Fred, j'ai l'impression qu'ils vont être plus en désaccord entre eux, parce qu'ils défendent tous des formules un peu différentes qu'avec moi, qui en fait je me suis intéressé du point de vue de la philosophie morale au revenu de base. Et en s'intéressant de ce point de vue, j'ai compris pourquoi, enfin j'ai trouvé une explication au fait qu'il soit défendu par des gens qui sont opposés sur le spectre politique ou idéologique. C'est-à-dire que la philosophie morale nous explique comment naissent les controverses en éthique, et typiquement le revenu universel, puisque c'est du revenu universel dont on parle, correspond à tous les critères de définition de ce qui peut naître une controverse. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire très court, les principes sur lesquels repose le revenu universel ne sont pas compatibles avec les conséquences de la mise en place du revenu universel. En gros, les principes sont très libéraux, c'est-à-dire en gros, on donne de l'argent à tout le monde sans que l'État n'intervienne pour dire qui a droit, qui sont les bons et les mauvais pauvres. Les mauvais pauvres, je vois Delphine qui est d'accord avec moi. Qui sont les bons et les mauvais pauvres, et qu'est-ce que chaque individu doit pouvoir en faire de cet argent. Donc ce sont des principes en gros très libéraux, mais en revanche ce sont des conséquences très à gauche, ou plutôt très subversives. L'objectif d'ailleurs de beaucoup de ces pourfendeurs à gauche, c'est de faire péter le salariat, de faire péter le capitalisme, ou faire péter un des systèmes qui leur gêne. Et d'ailleurs la plupart des gens à gauche qui le défendent utilisent beaucoup les termes ça permettra de, ça servira à, ce sera un outil pour, c'est écrire des poèmes, courir dans les champs, enfin en faire quelque chose qui servira à quelque chose d'autre. Donc du coup voilà, c'est ce qui explique que le revenu de base est défendu par des gens totalement différents, et que même une seule personne peut changer d'avis en fonction qu'il regarde les principes ou les conséquences. Alors là où je m'éloignerai un peu, alors effectivement je trouve que ce que dit ce que tu dis, c'est plein de bon sens. Et puis en plus, tu le dis avec beaucoup de passion, donc on est toujours convaincu quand tu parles. Là où je prendrai un peu mes distances, c'est quand tu parles de protection sociale. Étant donné que je connais bien le système de protection sociale, puisque c'est ma spécialité à la base, moi, dans ce que je peux en lire et de ce que je peux en voir, en général, le revenu universel est défendu comme un revenu de distribution. C'est-à-dire, en gros, on distribue la valeur créée dans la société en dehors du travail, et pas comme un revenu de redistribution, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de soutenir la protection sociale, d'autant plus qu'en France, la protection sociale est liée à la mise en commun des risques pour faire face à des risques imprévus et imprévisibles. Je ne pense pas que distribuer une petite somme, parce que ça restera une petite somme quoi qu'on en dise, puisse permettre à des individus de faire face aux risques de la vie. Et ça, donc je ne crois pas du tout que ce puisse être défendu comme un pilier de la protection sociale. À la rigueur, ça peut être défendu comme un moyen de distribuer une valeur qui crée en dehors de l'entreprise. Et encore, ça crée aussi pas mal d'apories du point de vue philosophique de le défendre comme ça. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, si c'était pour parler du point de vue de la protection sociale, là, je m'en éloignerais beaucoup. Et quant au revenu agricole, oui, alors là, aussi pareil, je suis totalement pour, mais il n'est plus du tout universel. Donc, voilà. C'est un revenu sectoriel, comme on peut aussi imaginer toutes sortes de revenus de transition qui favoriseraient la transition écologique. Et dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait se retrouver. Mais on n'est plus dans le revenu universel, et je pense que
on s'éloignerait de ce que voudrait Delphine et d'autres. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que l'intermittence et le revenu agricole sont deux lieux d'expérimentation extrêmement intéressantes, puisqu'on sait bien que le revenu de base, s'il est mis en place, ça ne va pas se faire en 5 minutes, ça va se faire au minimum en une génération, puisque ce qu'ils expliquaient dans le film, c'est que c'est un changement par l'éducation. Donc le revenu universel, avant qu'il soit universel, quand on dit universel, ça veut dire pas seulement qu'il s'arrête aux frontières de notre pays, ça veut dire qu'il doit y avoir une progressivité. Donc ce que propose Charlotte, est-ce que ça a du sens ou pas? Il te reste 1 minute. Je ne suis pas sûr que ce soit logique qu'on commence par un revenu sectoriel et que ça s'étende à l'universel. Puisque commencer par un revenu sectoriel, c'est-à-dire lui donner une contrainte. C'est-à-dire on ne donne pas à tout le monde, on donne à des gens qui correspondent à certains critères, ce qui n'est plus du tout la logique du revenu universel, en tout cas les principes philosophiques libéraux. Et en plus, c'est orienter l'activité. C'est-à-dire, on oriente l'activité, on essaie d'orienter la société vers des activités qu'on juge propices à la transition écologique en ce qui me concerne, ou à la transition agricole, ou des choses comme ça. Donc, c'est plus du tout la philosophie du revenu universel. Et je pense que là, on parle de deux choses différentes. Et qu'en parler dans le même débat, c'est un peu mélanger les torchons et les serviettes, de mon point de vue. Puisque de vouloir que, par exemple, faciliter les activités de la transition écologique, ou par exemple, ce que défend Bernard Stiegler, qu'on voyait dans le film tout à l'heure, avec son revenu contributif. Donc, c'est définir des activités qui contribuent positivement à la société et rémunérer ces activités-là. On n'est plus du tout dans la logique ou la philosophie du revenu universel où on distribue des revenus dont on n'a pas d'argent, qui coûteraient extrêmement cher. Et donc, finalement, quand on regarde de très près, les seules choses que moi, je vois que ça permettrait, c'est que ça permettrait de lutter en fait contre les non-recours, donc les non-recours au RSA, etc. Et ça éliminerait les effets de seuil. C'est les deux facteurs vraiment positifs qu'on trouve dans le revenu universel. Tous les autres sont un peu éliminés. Et je trouve que le coût pour la collectivité de ces deux facteurs me semble un peu disproportionné. Bien, merci beaucoup Florent. Frédéric Bosquet, entrepreneur social, membre du mouvement du MFRB. Tu as beaucoup milité pour le revenu de base. Ta spécialité, c'est l'économie. C'est aussi la monnaie et la création monétaire, parce que tu milites beaucoup pour un revenu de base par la création monétaire. Tu as 2 sabliers pour essayer de convaincre Florent de ton combat. Bon, alors je vais sûrement décevoir ceux qui sont venus entendre une contradiction, parce que moi je vais témoigner et je ne cherche pas à convaincre. Victor Hugo avait une très belle phrase, il disait rien ne peut arrêter une idée quand l'heure est venue. Donc moi la seule chose que j'ai à faire, c'est témoigner que cette idée, selon moi et selon mes propres critères et ma propre vie, sont des critères d'extension de la démocratie au marché, d'émancipation des êtres humains et de protection inconditionnelle de la nature. Alors moi je vais vous parler que de ça. Après, je ne sais pas vous êtes d'accord avec moi, mais l'important c'est que je vous ai transmis ce que moi j'ai appris pendant 15 ans en défendant ce concept. Alors premièrement, il faut bien comprendre que si nous voulons continuer l'émancipation des humains tout en préservant les communs, il va falloir nous réapproprier les 5 conditions qui permettent de le faire. La première, c'est la production. Si on n'est pas capable de produire ce qui est vital pour nous, nous ne pourrons pas nous émanciper. 2, les réseaux de distribution. Si on n'est pas capable d'acheminer ce que l'on produit à ceux qui en ont besoin, alors on n'est pas capable de s'émanciper. 3, les moyens d'échange. Si on n'est pas capable de valoriser ce que l'on a besoin pour nous, alors on ne va pas être capable de s'émanciper parce qu'on ne trouvera pas les moyens pour les échanger. 4, les revenus. Si on n'est pas capable de stabiliser les revenus qui sont issus finalement de la production de ces valeurs, et que les personnes n'ont pas les moyens de distinguer socialement ceux qui ont d'une utilité commune, alors on ne sera pas capable de s'émanciper. Et enfin, la dernière, pour moi, c'est la clé de voûte. Si on n'est pas capable de se réapproprier la gouvernance, c'est-à-dire la capacité à faire les règles qui nous permettent ensuite de vivre ensemble, alors on ne sera pas capable de s'émanciper. Donc comme le projet, en tout cas de notre République française depuis le 1789, c'est d'accéder, de permettre l'accès au bonheur de tous les citoyens, donc expérimenter le chemin de son propre bonheur, on rajouterait aujourd'hui au XXIe siècle dans le respect des humains et de la nature. Et là, on serait complet. Donc comment on reprend ce chemin de l'émancipation? Eh bien, le revenu de base inconditionnel que je défends, c'est-à-dire versé en monnaie citoyenne locale, c'est un des moyens formidables de répondre à ces 5 problématiques. Premièrement,
grâce à un revenu de base inconditionnel versé en monnaie citoyenne locale, nous allons relocaliser la production vitale, respectueuse des humains et de la nature, et donc permettre non seulement de rendre l'autonomie aux personnes, mais aussi à leur territoire. Parce que moi, je n'ai pas envie que quelqu'un à 25 000 km de chez moi me donne la béquille tous les matins. Parce que le jour où il arrête, je suis mort. Donc moi, j'ai envie d'être cause sur l'appareil de production qui produit les biens et les services dont je suis moi-même dépendant. Et tant que je ne verrai pas que j'ai cette capacité d'être cause sur ces moyens de production, alors je considérerai qu'il y a un danger pour moi. Avoir un revenu de base versé en monnaie citoyenne locale est un moyen d'être cause, puisque seuls les acteurs respectueux des humains et de la nature habitant près de chez moi pourront toucher une part de ce revenu. Et comme ils sont près de chez moi, moi, je peux agir sur eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les moyens de distribution. Le gros problème que nous avons aujourd'hui, et on le voit dans l'expérimentation qu'on est en train de mener dans un petit village du Lot-et-Garonne qui s'appelle Masquer, avec la mise en place d'un éco-village qui va mettre en place justement un revenu d'autonomie en monnaie citoyenne locale, il nous faut raccourcir les moyens de distribution. Mais quand je dis raccourcir les moyens de distribution, ça va très très loin. C'est pas seulement les ramener près de chez soi, c'est les ramener à l'intérieur de ces choix. Parce que si on veut être autonome, donc faire ses règles par soi-même, il faut aussi produire ce dont on a besoin par soi-même. Après, le fait d'abandonner cette production à quelqu'un d'autre, c'est un choix personnel. Okay ? Mais si je suis capable par moi-même de produire l'énergie dont j'ai besoin, avec des panneaux solaires, une éolienne, si je suis capable par moi-même ou avec mes voisins de produire l'alimentation dont j'ai besoin, si je suis capable par moi-même et avec mes voisins de produire, grâce à une chaîne de valeur bien normée, l'habitat que je vais habiter à partir de biomasse locale, la terre, la paille, le bois, si je suis capable de recycler l'eau que je consomme, si je suis capable de partager les moyens de mobilité avec mes voisins dont j'ai besoin pour me déplacer, alors à ce moment-là, oui, je vais raccourcir les réseaux de distribution jusqu'à ce que ce qui est vital rentre chez moi ou près de chez moi. Et ça, un revenu de base versé en monnaie citoyenne locale, c'est un moyen de raccourcir d'une part les circuits de distribution, mais surtout de donner les moyens aux personnes d'avoir les activités qui sont vitales pour elles. Parce qu'à partir du moment où je me lève le matin, où je n'ai pas besoin d'aller chercher une activité marchande, c'est-à-dire vendre bien un service sur un marché pour avoir de la monnaie, puis envie avec cette monnaie aller m'acheter ce dont j'ai besoin, si je l'ai en amont, ce revenu citoyen, alors je vais développer les activités qui me réalisent. Et ça va être formidable. Ça, j'en suis persuadé. Alors oui, il y a 3% de la population, comme à l'époque des congés payés et de la semaine des 47 heures, qui vont peut-être se terminer dans un fossé avec 3 bouteilles de whisky ou de Ricard. Mais ça reste quand même une très petite minorité. Relisez les minutes de l'Assemblée nationale sur la mise en place des congés payés de la semaine des 45 heures, c'est à mourir de rire. Donc quand on nous dit qu'aujourd'hui le revenu de base inconditionnel va créer des feignants, c'est exactement les mêmes choses qu'on disait à l'époque de la mise en place des congés payés des 35 heures, donc c'est vraiment tellement ridicule. Enfin, troisièmement, il nous faut nous réapproprier les moyens d'échange. Là aussi, un revenu de base versé en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production locale, ça va être un moyen extraordinaire de nous réapproprier ces moyens d'échange. Pourquoi ? Parce que la monnaie citoyenne locale fonctionne parce qu'elle a en contre-garantie d'un côté de la production réelle et de l'autre côté de la monnaie euro qui est bloquée sur un compte épargnétique. Et ça, c'est absolument important parce que à chaque fois que vous retirez 1 euro d'une banque commerciale classique et que vous la mettez sur un compte épargne éthique, vous divisez par 12 la capacité de financement des marchés financiers de ces banques commerciales non éthiques pour multiplier par 12 la capacité de crédit des banques éthiques. Ce qui fait un levier de 24 pour transformer la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire faire en sorte que l'épargne revienne au niveau local, serve à nouveau à financer l'appareil de production local respectueux des humains et de la nature, tout en diminuant la capacité des marchés financiers à s'étendre. Donc il n'y a pas d'autre mesure que je connaisse aujourd'hui qui est un moyen aussi puissant d'affaiblir les marchés financiers et de renforcer l'investissement territorial. Le 4e point, qui est extrêmement important, il faut que je me dépêche, j'ai pas beaucoup de temps, c'est la stabilisation de la demande solvable. Avec un revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale, on garantit une demande solvable. Alors ce terme est un peu technique, mais il est fondamental. Pourquoi nos entreprises aujourd'hui, qui sont capables de produire des biens et des services dans des conditions
qui pourraient être formidables à la fois pour les humains et la nature, sont obligés de rentrer dans cette bataille des prix stupide. Parce qu'il n'y a pas assez de revenus distribués dans l'économie réelle. 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers. 98%. Vous prenez une journée de 24 heures et là vous résumez toutes les transactions mondiales. L'économie réelle, c'est la première heure et demie. À partir d'une heure et demie jusqu'au lendemain matin, ce ne sont que des transactions de couverture de risque à la hausse ou à la baisse pour faire de l'argent sur de l'argent. Donc, 4e point, stabilisation de la demande solvable. Et comme on stabilise la demande solvable, les entreprises, les artisans, les commerçants peuvent se développer en prévoyant un carnet de commandes. Et en même temps, les collectivités territoriales recommencent à avoir des taxes pour garantir les biens communs et redévelopper des services publics. Donc, la garantie de la demande solvable a un effet positif sur l'investissement et le développement des entreprises locales. Et ça, c'est formidable, parce qu'on réconcilie les petites entreprises, les artisans, les commerçants, les collectivités territoriales avec tous les citoyens. Parce que le revenu de base inconditionnel versé en monnaie citoyenne locale est versé à tous les citoyens de façon indistincte. Fini de dire « Ah tiens, celui-là il est pauvre, celui-là il est riche », on s'en contrefout. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il n'y ait plus jamais un être humain qui ne puisse faire ce qu'il veut parce qu'il manque de pognon. Alors qu'on a des entreprises, des collectivités locales, un certain nombre de personnes qui sont capables de satisfaire ces besoins. Donc pourquoi on ne pourrait pas leur donner les moyens de distinguer socialement ceux qui ont une utilité commune pour eux? Article 1er des droits de l'homme de 1789. On connaît le premier article, là, beaucoup. Hein. Les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est là, tout le monde la connaît. Mais la deuxième partie, souvenez-vous-en, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Et là, je rentre dans le dernier point, la gouvernance. Si vous voulez des distinctions sociales qui récompensent l'utilité commune, il faut d'une part redéfinir ce qu'est l'utilité commune. Et l'utilité commune, c'est le service au bien commun. Donc tant qu'on n'aura pas redéfini les biens communs, on ne saura pas ce qu'est l'utilité commune. Et si on ne sait pas ce qu'est l'utilité commune, on ne pourra pas mettre en place des distinctions sociales. Et les distinctions sociales, c'est quoi? C'est d'un côté les bulletins de vote que vous mettez dans l'urne, et de l'autre côté, les petits billets verts que vous dépensez tout le temps. Donc, je suis pour que tout le monde ait ce bulletin de vote dans sa poche pour pouvoir distinguer socialement ceux qui ont une utilité commune pour eux. Merci beaucoup, Frédéric. Parfait. Florent, à toi. Bah là encore, je suis embêté. Mais en fait, je me demande, est-ce qu'on est vraiment d'accord sur le revenu universel ou sur l'utilité commune, enfin, même pas l'utilité commune, sur la monnaie locale. Effectivement, tout ce que tu dis sur la monnaie locale, je partage. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Donc, mais enfin, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de la question du revenu universel. Et quand tu dis qu'il faut définir ce qu'est l'utilité commune, bah, évidemment. Mais moi, quand tu dis qu'il faut définir ce qu'est l'utilité commune, je me dis, est-ce qu'il serait pas plus politiquement réalisable et possible et de s'orienter vers... Enfin, tout le monde connaît, je pense, l'initiative Territoire Zéro Chômage. Et je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer ce même type de scénario et de gouvernance pour favoriser un revenu qui oriente l'activité vers... ce qui pourrait être défini comme l'utilité commune et qu'on définirait comme un revenu de transition ou quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il y a besoin de penser au revenu universel pour penser à ça? Mais malgré tout l'intérêt que je vois à la question et au débat, hein, encore une fois, je me suis intéressé de manière vraiment, comme tu disais tout à l'heure, Olivier, bienveillante à la question du revenu universel. Mais j'ai l'impression que on l'utilise un peu comme une baguette magique, et c'est ce qui un peu ressort de ton discours, c'est une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes. Et en fait, en plus, en règle générale, quand on en parle, et en plus, je me permets de dire ça parce que je suis philosophe, donc on me reproche souvent de ne pas parler du financement, alors que justement, je trouve toujours un peu bizarre de parler du revenu universel sans parler de son financement, parce que si on parle du revenu universel, il faut parler de son objectif. De son objectif dépend du financement et qui le paye. Parce que quelque chose qui va être donné à tout le monde, et donc même aux riches, doit être financé par la collectivité. Et c'est pour ça que beaucoup d'intellectuels voyaient ça un mode de redistribution de la société vers les riches également.
Et que si c'est par ce que j'ai peut-être cru comprendre qui émet ton discours par la création monétaire, dans ce cas-là, on ne sera pas d'accord du tout, puisque je sais que tu penses que la création monétaire, en tout cas que le système monétaire ne finance pas le long terme, donc je pense que la création monétaire doit se limiter au financement du long terme, et pas faire de l'électroharmonie, c'est-à-dire pas distribuer de l'argent à tous les gens, même ceux qui n'en ont pas besoin. Et si c'est une réforme fiscale, dans ce cas-là, le débat, si c'est par la fiscalité, donc, dans ce cas-là, le débat, c'est la réforme fiscale. C'est plus le revenu universel, c'est-à-dire quelle est la fiscalité de demain pour qu'elle soit plus économiquement juste, efficace, redistributive. Voilà, donc on n'est plus dans le revenu universel dans les deux cas. Le revenu, en fait, il y a plusieurs leviers de financement du revenu de base. Et effectivement, deux de ces leviers principaux, c'est à la fois la fiscalité, mais aussi la création monétaire. Moi, une question j'en vois pas d'autres. Comment ? J'en vois pas d'autres. Si, bien sûr, réutiliser une partie des fonds qui existent déjà et qui sont distribués sous forme d'aides diverses. Je rappelle que la protection sociale en France, tout compris, c'est 720 milliards d'euros, soit plus que le... Donc ça veut dire que sur ces 700, soit plus que le budget de l'État, qui est autour de 400 milliards d'euros. Donc si, il y a un levier énorme aussi de ce côté-là. Plus les économies, plus le fait que tous les gens qu'on paye pour contrôler, ces gens-là... Il y a du refléchage. Voilà, du refléchage. Donc il y a beaucoup de leviers qui sont vraiment très, très, très importants. Ce qui, moi, m'intéresserait, puisque tu représentes la Fondation Nicolas Hulot, c'est de savoir, en gros, Frédéric dit il faut utiliser la création monétaire pour financer le revenu de base, et la Fondation Nicolas Hulot a plutôt tendance à dire il faut utiliser ça pour la transition écologique. On ne va pas pouvoir financer les deux. Non. Alors, est-ce que c'est ça l'objectif ? Est-ce qu'il faut choisir entre l'un et l'autre ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Je précise juste que nous sommes la Fondation pour la nature et l'homme désormais. Vous changez toutes les 3 minutes de nom, c'est une grosse blague. Jusqu'à on ne sait pas quand. Et que nous sommes présidés par Audrey Pulvar et plus par Nicolas Hulot. Donc cette parenthèse est fermée. Oui, la fondation, en fait, la Fondation pour la nature et l'homme, qui s'appelait à l'époque Fondation Nicolas Hulot, a longtemps travaillé sur le financement de la transition écologique. Donc c'est financer tous les investissements nécessaires dans les infrastructures, dans les énergies renouvelables, etc., etc. Et que on pensait que l'argent devait être trouvé par la création monétaire, c'est-à-dire que la banque centrale ou les banques publiques devaient financer directement, sans passer par les circuits financiers, les investissements de la transition écologique. Un peu ce que tu expliquais tout à l'heure dans le film, Fred. Et donc nous, on a soutenu ça, mais depuis très longtemps, ça fait 10 ans, je crois qu'on a sorti les premiers rapports là-dessus, et que ça a pris son chemin, et que du coup, quand on a été contacté par ceux qui voulaient financer le revenu de base ou le revenu universel par la transition écologique, ils pensaient qu'ils allaient obtenir un soutien de notre part, mais... nous, sans non plus, on est en discussion. On n'est pas, vous savez, la Fondation est un lieu de débat. On n'est pas non plus totalement dans l'opposition ou on n'a pas des positions totalement fermées sur les sujets. Mais effectivement, on ne va pas pouvoir faire de la création monétaire sur tout. Nous, on pense que l'important, d'abord, c'est de financer l'avenir, parce que sinon, on va dans le mur. Et que, en plus, si on fait de la création monétaire pour faire de l'hélicoptère-money, c'est-à-dire distribuer que chacun à la fin du mois sur son compte en banque de l'argent de la Banque centrale. L'objectif, si la Banque centrale le fait, ça serait des objectifs de croissance, de consommation. Je ne suis pas sûr que on puisse se rencontrer là-dessus. Bien. On va poursuivre avec Delphine Granier. Donc Delphine, tu représentes le think tank Génération Libérale. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs visions du revenu de base. Vous avez une vision du revenu de base. Vous défendez notamment un revenu de base qui s'appelle Libère. Je te laisse nous expliquer ta vision du revenu de base, la vision que tu défends avec Gaspard Koenig au sein de ce mouvement. Et Florent te répondra. Tu as 2 sabliers pour nous convaincre. Parfait. Bon. Alors pour commencer, je dirais que je trouve ça extrêmement positif qu'on ait aussi ce genre de débat aujourd'hui, parce que c'est quand même une idée dont on ne parlait pas tellement, hormis dans les cercles de spécialistes il y a 3 ans, et c'est devenu aujourd'hui un véritable sujet de société et un sujet qui a été débattu pendant l'élection présidentielle. Donc déjà, rien que ça, c'est pour moi un élément très positif. Ceci dit,
je le tempérerai par une remarque qui est en effet que, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti dans les nombreux débats qu'il y a eu pendant la période électorale, c'est qu'on en a un peu fait une mesure qui est en effet censée être la solution à beaucoup de problèmes. Finalement, l'adjectif universel qui est censé s'appliquer uniquement à ce revenu, ça apparaît un petit peu comme la solution universelle aux problèmes de logement, aux problèmes de productivité, aux problèmes d'assistanat. Et je pense qu'en essayant d'en faire une solution en effet un petit peu miracle, comme on l'a dit avant, c'est finalement faire perdre de l'intérêt à cette mesure et qu'on aurait plutôt intérêt à la circonscrire à quelques objectifs précis pour essayer justement d'en faire une mesure la plus concrète possible et qui aurait le plus de chances de trouver une réalisation vraiment concrète. Donc, ceci étant dit, donc moi je travaille en effet pour le think tank Génération Libre et donc on a produit ce rapport il y a 3 ans déjà et on le présente depuis 3 ans aux décideurs, aux médias, dans de nombreuses conférences. Et en fait, la genèse de ce rapport, l'idée vraiment de base, c'était de se dire que on a 400 milliards de dépenses sociales par an en France et que malgré ce chiffre qui est quand même un budget important, on a des personnes qui passent au travers des mailles du filet et qui se retrouvent dans la rue sans toucher aucune aide. Et que finalement le RSA qu'on a aujourd'hui et qui est un peu censé jouer ce rôle de filet de sécurité, on voit bien qu'il ne fonctionne pas. Il y a un chiffre qui circule, tout le monde le connaît à peu près, c'est le taux de non-recours au RSA. Le RSA, je crois qu'il y a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 2/3 de personnes qui pourraient le toucher, mais qui, en raison de manque d'informations, de formulaires trop complexes, de démotivation et du fait d'être déjà un petit peu en marge de la société, ne touchent pas cette aide qui, normalement, leur est prévue pour leur situation. Et je ne sais pas si certains de vous ont vu le film Moi, Daniel Blake, mais alors je le cite parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Pour moi, ça justifie un petit peu cette mesure du revenu universel. C'est l'histoire d'un homme qui tombe malade, perd son emploi et qui, au quotidien, s'épuise à essayer d'obtenir une aide qui s'applique à sa situation, mais à chaque fois on lui explique qu'en réalité il n'est pas tout à fait, il ne correspond pas vraiment aux critères qui lui permettraient de toucher ces aides. Et on voit en fait tout simplement un homme qui perd pied progressivement et qui s'épuise quotidiennement face à une machine bureaucratique que personne ne comprend, qui en réalité est censé normalement le soutenir et qui l'épuise tellement finalement le système aussi du coup de protection sociale est déshumanisé et oublie de s'occuper la situation réelle des gens. Donc tout ce constat pour dire que nous on a vraiment vu d'abord cette mesure du revenu universel comme un moyen de lutter contre la grande pauvreté et d'assurer à chacun un filet de sécurité. Donc je m'éloigne un petit peu du discours aussi qu'on a évoqué hier pour ceux qui étaient présents, du revenu universel et de l'intérêt du revenu universel dans l'évolution de la société par rapport au travail et dans le fait que si un jour le travail disparaît, ce serait intéressant d'assurer à chacun un revenu. Je pense que c'est un débat intéressant à avoir et à terme ce sera peut-être en effet aussi une raison de plus pour défendre le revenu universel. Mais en tout cas, je pense que la question de la pauvreté, elle est très concrète, elle est très réelle, elle est très actuelle, et que déjà, ça en fait un argument largement suffisant pour porter cette idée du revenu universel. Donc, ceci étant dit... Vos deux spécificités aussi, c'est à la fois la libre entreprise, il y a une dimension entreprise, libéralisme, et puis un respect et dimension de l'homme, revenir au rêve de 1789. C'est ça en gros, Delphine ? Alors, la référence à la Révolution, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a prévu des droits à beaucoup de choses, mais finalement, un droit qui ne figure pas dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est le droit à la survie. Et c'est le droit justement à avoir un revenu qui me permet de survivre en cas de coup dur, en cas d'échec, en cas d'imprévu. Et pour nous, libéraux, l'intérêt de cette mesure, c'est que justement la mesure la moins paternaliste et la moins bureaucratique possible. Je donne à chacun un revenu. Donc la société se met d'accord pour assurer ensemble cette forme de solidarité, mais ensuite, je supprime tous les critères pour le recevoir, toutes les contreparties qu'on voudrait parfois donner, et simplement je fais confiance à l'individu pour utiliser du mieux que possible ce revenu. Donc j'y vois 3 avantages majeurs. Donc d'abord l'automaticité, je le reçois de toute façon.
Et ça évite de se poser ces questions aujourd'hui qui sont que si je suis au chômage, que je lance une activité en freelance ou en auto-entrepreneur, quel impact ça va avoir sur les aides que je reçois? Est-ce qu'au final je vais gagner plus? Est-ce que je vais gagner moins? Et qui sont finalement des réflexions qui empêchent parfois les gens de se lancer dans des activités et de mener les projets qu'ils voudraient mener. C'est le premier atout. Le deuxième, et ça répond pleinement à la question de cette table ronde, c'est l'assistanat. Est-ce que c'est une mesure qui va encourager l'assistanat? Pour moi, à l'inverse, je pense que c'est une mesure qui est extrêmement anti-assistanat et qui au contraire encourage le travail, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que avec les effets de seuil et ce système extrêmement complexe des aides, parfois le fait de reprendre un emploi, de toucher un revenu, finalement est moins intéressant que toucher des allocations au chômage. Donc simplement rationnellement, c'est évidemment beaucoup de personnes préfèrent ne pas perdre un revenu. L'intérêt du revenu universel, c'est qu'on touche ce montant, quoi qu'il en soit. Et si je retrouve un travail, nous on le finance en fait avec un impôt sur le revenu qui supprime mes effets de seuil. Donc concrètement, si je n'ai rien, je vais toucher mon revenu universel directement. Si je commence à avoir un revenu, je vais toucher un peu moins de revenu universel et en fait ça se manifeste par un crédit d'impôt. Donc tout ça se fait de façon extrêmement lisse et ça supprime tous les effets de seuil qui aujourd'hui gênent énormément le retour à l'emploi. Et le troisième avantage que je vois, qui rejoint du coup la discussion sur le travail, c'est que dans cette évolution du travail où les gens ont de plus en plus tendance à alterner les parcours, avoir une activité salariale, parfois couplée à une activité indépendante, parfois en alternant le salariat puis l'indépendant, on a des parcours beaucoup plus hachés, beaucoup moins lisses, et le revenu universel a aussi un intérêt là pour justement assurer une sorte de revenu continu qui sera là, quelle que soit ma situation professionnelle ou quel que soit mon projet du moment. Delphine, cette notion de temps libre qu'on voit beaucoup développer dans le film, cette notion de je travaille, je ne travaille pas, il ne faut pas mélanger le travail et l'activité, les entreprises nous obligent à faire du travail subi, etc. C'est quelque chose qui vous parle parce que vous, une bonne partie de votre vision, c'est malgré tout de dire il faut que chacun puisse être l'entrepreneur de sa vie, mais aussi être dans l'entreprise, dans l'emploi, dans le travail. C'est quelque chose d'important pour vous, cette notion. Donc la notion de travail compte pour vous, la dignité par le travail, etc. Non ? Justement, non. Nous, alors, il y a une dispute connue entre deux philosophes qui sont John Rawls et Philippe Van Parijs, qui se disent est-ce que finalement c'est éthique, moral, de donner un revenu universel au surfeur de Malibu qui ne fait rien d'autre que surfer sur des vagues. Et alors l'un répond en effet que non, en effet la valeur travail est quand même importante et donc si on donne quelque chose, on attend quand même, la société attend une contrepartie en échange. Et la réponse plus libérale de l'autre est justement de dire si on commence à lui imposer une contrepartie, concrètement, on va devoir mettre des contrôleurs sur la plage pour vérifier qu'entre deux vagues, il vend bien des cacahuètes et qu'il a une véritable activité, un travail qui justifie de recevoir ce revenu universel. Et donc finalement, nous, notre réponse qui est assez libérale, c'est de dire cette idée de valeur travail, qui la décide en fait. Aujourd'hui, on peut décider de mener sa vie avec un revenu dont on connaît le montant fixe qu'on reçoit chaque mois et décider d'entreprendre sa vie de façon extrêmement autonome, mais de la façon que chacun souhaite individuellement. Alors, le pari libéral, c'est que généralement, les gens ont envie de faire quelque chose de leur vie, quel que soit le projet, et que les gens ne resteront pas inactifs chez eux à juste consommer ce revenu, mais qu'en tout cas, la notion de travail n'est pas la bonne façon d'imposer le revenu universel. Et d'ailleurs, on voit les expériences qui ont été menées, tu le disais Charlotte, que ce soit aux États-Unis dans les années 70, dans l'état du Madhya Pradesh en Inde, en Namibie, on voit très bien qu'en réalité, les gens, une fois qu'ils reçoivent ce petit capital, finalement sont les mieux placés pour en faire une utilisation extrêmement rationnelle, pour l'investir, pour acheter des outils de production, et en tout cas pour en faire une utilisation qui est conforme à leurs besoins du moment. Cela dit, en une seconde, la proposition du Libère, qui est la proposition de Génération Libre, c'est un revenu de base à 450 €. Donc, on a beau dire chacun fait ce qu'il veut, à 450 €, il y a intérêt à bosser. Oui. Non, mais c'est une bonne remarque. D'accord. Alors, pour arrondir, on l'a modélisé sur 500 €. Le chiffre, il est simple, c'est que... Donc, je rappelle que ça n'a pas vocation à
régler tous les problèmes, c'est que c'était une mesure pour lutter contre la grande pauvreté. C'est quand même ça le constat de base. Et qu'en réalité, on s'est aperçu que c'était extrêmement difficile de chiffrer la pauvreté. Parce qu'il y a énormément de chiffres sur les inégalités, mais que finalement, la pauvreté en chiffres réels, à partir de combien est-ce qu'on est pauvre ? Donc on s'est servi des chiffres, nous, du Secours catholique, pour essayer de compter quels étaient ces besoins de base non couverts. Et on est arrivé au chiffre de 500 €. Après, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que ça ne supprime pas les aides de logement, ça ne supprime pas le chômage, ça ne supprime pas le reste de la protection sociale. En fait, c'est l'équivalent d'un RSA. Sauf que ce qui change par rapport au RSA aujourd'hui, c'est qu'on le reçoit automatiquement et qu'on n'a pas à rentrer dans les critères et à le demander, etc. Merci beaucoup. Et encore une fois, on pourrait donner davantage. Il suffit du coup d'augmenter le taux d'imposition pour le financer. Merci. Parfait. Merci beaucoup. La réponse de Florent Augagneur en 5 minutes. Si le coq lui laisse la parole. Alors, là par contre je ne sais plus par quoi commencer. Parce que je connais un peu les travaux de Libert qui en fait pour vous, si je ne me trompe pas, c'est une réforme fiscale. Donc c'est avant tout comme ça que vous prenez le sujet et vous proposez un impôt négatif. Très bien. Tu le présentes comme quelque chose qui permettra de lutter contre la pauvreté. Alors, pareil, c'est intéressant, mais enfin, moi, il me semble que la pauvreté n'est pas que monétaire et que toutes les études montrent que de distribuer de l'argent aux parents ne change absolument pas les trajectoires des enfants. Parce que la richesse, c'est aussi la richesse du lien social, le réseau qu'on a, notre lieu de naissance, les connaissances, les pistons, les qualités de l'éducation, des soins, l'accès aux soins, la culture, etc., etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher. Et c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire soit on distribue une somme d'argent, je parle dans l'absolu, on ne va pas rentrer dans les détails des montants, mais soit on distribue une somme d'argent à la population, à chaque individu, soit on investit massivement dans la gratuité collective. Mais ça ne peut pas être les deux. Donc ça veut dire que dans cette formule-là, on donne de l'argent aux gens et on lutte, et c'est comme ça qu'on lutte contre la pauvreté. On considère que la pauvreté est uniquement monétaire et qu'on ne peut pas investir massivement dans un accès plus facile à la culture, un accès plus facile à une meilleure éducation. Enfin, il me semble quand même notre système éducatif a des gros besoins d'investissement, principalement l'enseignement supérieur, mais pas que. Donc là, enfin, il me semble que ça va être l'un ou l'autre, et dans la formule libérale, même si effectivement Gaspard Koenig et toi d'ailleurs vous précisez très souvent, tu ne l'as pas fait aujourd'hui, mais vous précisez souvent que vous ne touchez pas à la protection sociale, que vous ne touchez pas au système de redistribution. Moi, il me semble quand même qu'on va avoir un problème à un moment, que ce sera l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si on met en place ce type de système, on ne pourra pas investir dans la gratuité. Et il y a quand même une direction vers la monétisation totale de la société. Et quoi qu'on en dise, un détricotage de la protection sociale. Et même si tu précises souvent que ce n'est pas votre objectif, parce que je ne dis pas que c'est un objectif, mais tu es quand même libéral, et les libéraux qui ont soutenu Bon, je ne vais pas te dire que tu es inspiré de Milton Friedman, je ne sais pas d'ailleurs quels sont ton avis sur ce, mais bon, c'est quand même un des grands-pères de la pensée économique contemporaine, c'est un des grands-pères du libéralisme contemporain, et son objectif c'était de remplacer totalement l'État-providence, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout d'autres interventions de l'État dans le système de solidarité. Donc voilà, moi je dis pas du tout que d'introduire le revenu universel dans ce sens-là, c'est un cheval de Troie pour détricoter l'État-providence, hein, mais je ne pense pas que ce soit efficace pour lutter contre la pauvreté. Je pense que ça peut aider, mais ça ne suffira pas du tout. Et je pense qu'il y a d'autres systèmes plus efficaces qui peuvent lutter contre la pauvreté. Et je doute que ce soit possible à long terme ou même à moyen terme de coupler une distribution de revenus à 400 € par habitant qui bénéficiera aussi à des gens qui n'en ont pas besoin, puisqu'on le donne à tout le monde, et en même temps faire des investissements publics qui permettraient de lutter contre la grande pauvreté, qui sont des crèches gratuites, l'accès aux soins, la culture, l'éducation, etc., etc.
Florent, je voudrais, juste avant que tu répondes, Delphine, je voudrais savoir si Bernard Friot explique que finalement le revenu de base, tel que le libère, un revenu de base à 450 €, c'est ce qu'il appelle la roue de secours du capitalisme. En gros, le capitalisme va mal, les inégalités sont de plus en plus importantes, et on va vers une explosion sociale. Et que finalement, donner ces 450 € à tous, c'est une manière de faire que les gens ne se révoltent pas trop et que les problèmes du capitalisme se voient un petit peu moins, mais que le problème de fond n'est pas réglé. Est-ce que ça fait partie de tes critiques aussi ? Oui, c'est ce que Dominique Méda ou d'autres qui sont des spécialistes de la protection sociale et pourtant ne sont pas... Et partagent tout le diagnostic qu'on fait ici sur le travail, ils le partagent, mais ils ne vont pas jusqu'à soutenir un revenu universel, c'est parce qu'ils voient ça comme un solde de tout compte de l'État. C'est-à-dire l'État se retire et donne comme solde de tout compte une petite somme d'argent et chacun va se débrouiller avec. Et comme ça, il acceptera le sort qui lui est fait par justement ce capitalisme agonisant, peut-être pas, mais en tout cas qui s'est développé. Donc oui, effectivement, il me semble que c'est une critique assez sérieuse. Très bien. Je permets pas trop à chacun de répondre parce que donc on est sur le Facebook Live du Monde et là il est en train de se clore. On va pouvoir ensuite finir un tout petit peu entre nous et puis ensuite on va passer à notre débat suivant et à nos témoignages suivants. Mais avant de vous en parler, je voudrais reprendre le petit sondage qu'on a fait tout à l'heure, un peu au doigt mouillé. C'est-à-dire que j'aimerais savoir si parmi les gens qui étaient contre qui pensaient que le revenu de base est un assistanat, lesquels ont changé d'idée. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé d'idée là-dedans ? Bon, c'est éloquent. Est-ce que dans le cas inverse, les gens qui pensaient qu'il s'agit d'un facteur d'émancipation, est-ce qu'il y a des gens qui ont changé d'idée ? Une personne, 2 personnes. Donc c'est assez peu. Et est-ce que parmi les gens qui n'avaient pas d'opinion, est-ce qu'il y a des gens qui ont désormais une opinion ? 1, 2. Positive ou négative ? Pour ou contre ? Assistanat ou émancipation ? Assistanat et... Bon, ben voilà. Bien, voilà, je vous remercie beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive avec des témoignages d'autres de nos invités qui vont pouvoir... Pardon ? Et du public, bien sûr. On va vous donner des témoignages, on va vous demander des témoignages sur cette thématique. Si on vous donnait 750 € demain, par mois, pendant à vie, qu'est-ce que ça changerait dans vos choix ? Qu'est-ce que ça changerait dans vos vies ? Qu'est-ce que vous en feriez ? Est-ce que ça changerait tout pour vous ? Est-ce que ça changerait rien ? Voilà, on va faire ça et puis ça vous permettra aussi de réagir par rapport à tout ce qui s'est dit ici. Ce que je propose juste, c'est 30 secondes chacun, 30 secondes chacun des intervenants. Frédéric avait quelque chose à rajouter, Delphine. Donc, mais 30 secondes. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis profondément en désaccord avec cette idée de restreindre le revenu de base comme une super alloc. Je ne veux pas refaire l'histoire, mais en fait, moi, je ne veux pas la fin des pauvres, je veux la fin de la misère. Et la misère, comme on le disait tout très bien Florent tout à l'heure, elle n'est pas communautaire. Donc, pour moi, le revenu de base inconditionnel n'est pas une dépense pour la nation, c'est une recette. Mais pour ça, il faut absolument que le revenu soit suffisant et fléché vers des produits et des services respectueux des humains et de la nature. Merci Delphine. Merci, parce que c'était un point important. Nous, dans notre vision, on ne touche absolument pas aux autres budgets de l'État. Ça, c'est quand même très important de le préciser parce que je suis d'accord que ça change la donne. En plus, le système de financement, puisqu'on remplace l'impôt sur le revenu par un autre impôt qui finance le revenu universel, il marche à budget constant et il n'a aucun impact ni sur le budget de l'État, ni sur tous les autres budgets. Donc c'est évident qu'on ne va pas commencer à tailler dans l'éducation ou la culture pour permettre d'avoir ce revenu universel. Voilà. Et ensuite, pour aussi préciser, je pense en effet que ce n'est absolument pas... La pauvreté ne vient pas que de la monnaie, la question des moyens financiers, et que justement en France, là, on a quand même un tissu associatif très étendu. C'est aussi un bon moyen que ce soit complémentaire de toutes ces activités qui existent déjà.
Et dernière remarque, c'est sur la question de on le donne à tout le monde, on le donne aux riches. C'est évident que Liliane Bettencourt n'a pas besoin de recevoir un revenu universel en plus de tous les revenus qu'elle a. Mais ça revient, la philosophie de base, qui est de dire si on commence à sortir les moyens riches, les très riches et les extrêmement riches du revenu universel, en fait, on reproduit tous les critères et toutes les catégories qu'on a aujourd'hui. Donc finalement, Liliane Bettencourt, un crédit d'impôt de 500 ou 700 euros, ça ne changera strictement rien pour elle. Mais en revanche, on garde la simplicité du système. On garde aussi le fait que du coup, c'est un système qui n'est pas coûteux en termes de gestion. Et on garde le fait qu'on sort de cette vision très bureaucratique et conditionnelle qui aujourd'hui constitue la protection. Et qu'on ne supprime évidemment pas la protection sociale. Charlotte, en 30 secondes. 30 secondes. D'une part, effectivement, si je parlais du revenu de base agricole, c'est parce qu'on n'est pas président et que sinon on était absolument pour l'universalité et avec des vraies solutions. Mais là, en l'occurrence, pour avancer, c'est une belle solution. Et d'autre part, je pense que cette question, elle nous permet de nous projeter dans du long terme. Et on est dans une société qui est au bord de plusieurs effondrements sur le monde du travail, sur le monde écologique, sur les échelles, parce que les clivages, ils ne sont pas que entre pauvres et riches, et que ça nous permet de nous projeter dans le long terme. Ça va être quoi notre résilience? Comment on va pouvoir vivre demain? Comment on va penser l'ensemble de notre société? Et c'est une des entrées possibles qui nous permettent d'interroger tout ce qui fait société, tout ce qui fait notre lien, tout le travail invisible. On n'a pas assez parlé de ça, de tous les aidants, de tout ce qui va se mettre en place, où tu galères pour payer les pads alors que tu pourrais y passer du temps sur le temps de travail. Et c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous projeter, à mon sens, sur un projet de société bienveillant, résilient, relocalisé. Et c'est ça qui l'apporte et c'est ça qui porte d'espoir. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au Festival international du journalisme vivant, donc de la vie, on va en mettre. Et on va faire en sorte que nos invités puissent témoigner sur cette question. Avec 750 €, qu'est-ce que ça changerait à ma vie? Donc, il va y avoir 4 personnes qui vont venir intervenir dans des domaines très différents. Et ensuite, ça sera à vous de prendre la parole et puis d'intervenir à la fois sur cette question, et puis si vous voulez réagir sur le film, si vous voulez réagir sur le débat que nous venons d'avoir. Donc je demande à Diane Georgis, à Clémentine Lebon, à Vincent Laurent et à Vincent Tardieu de venir sur la scène. Vincent, il est où? Il arrive? Vincent, il est là, Vincent Laurent?